La singularité, est-ce que c'est du bullshit? C'est en tout cas une opinion que j'entends très souvent, notamment dans les médias français. Pour ceux qui débarquent, la singularité, c'est grosso modo l'idée que l'on se dirige vers l'émergence d'une intelligence artificielle de niveau humain, voire surhumain. Ce qui pourrait avoir des conséquences extrêmement positives ou extrêmement négatives pour l'humanité. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers les excellentes vidéos de la chaîne Science for All sur le sujet. Et d'après un sondage parmi les chercheurs en intelligence artificielle, ces derniers estiment qu'une telle singularité pourrait survenir avant 2022 avec une probabilité de 10%, avant 2040 avec une probabilité de 50% et avant 2075 avec une probabilité de 90%. Bref, ils sont pratiquement tous convaincus que ça arrivera d'ici la fin du siècle, voire beaucoup plus tôt. Mais beaucoup de gens ne sont pas impressionnés par ces chiffres et me rétorquent que les vrais chercheurs sérieux en intelligence artificielle n'accordent que très peu de crédit à l'hypothèse de la singularité. Et on me renvoie quasi systématiquement vers un certain Jean-Gabriel Ganassia, auteur d'un livre intitulé « Le mythe de la singularité ». Alors, que faut-il penser de tout cela? Pour y voir plus clair, j'ai interviewé Lé de la chaîne Science for All, que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, et qui est le principal vulgarisateur de l'intelligence artificielle en France aujourd'hui. Et selon Lé, la singularité est une hypothèse que nous devrions au contraire prendre très au sérieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette interview en MP3. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description. Et c'est parti. Donc, bonjour Lé. Alors, Jean-Gabriel Ganassia a donné une conférence sur le mythe de la singularité, dont j'ai mis le lien dans la description. Et dans son exposé, il y a une partie qui s'intitule « Réfutation de la singularité », où il présente 4 arguments contre l'idée de singularité. Donc, je vais te présenter ces arguments un par un, et tu me diras ce que tu en penses. Alors, le premier argument concerne la loi de Moore. Donc, la loi de Moore, c'est la conjecture selon laquelle la puissance des ordinateurs augmente exponentiellement avec le temps, ce qui s'est plus ou moins vérifié jusqu'à présent. Et cette loi de Moore est souvent mise en avant pour défendre l'idée de singularité, notamment par des gens comme Ray Kurzweil. Mais, première objection, rien ne dit que cette évolution exponentielle va se poursuivre. On a même de bonnes raisons de penser qu'elle va s'arrêter, parce qu'on s'approche de limitations quantiques dans la taille des composants électroniques. Alors, peut-être qu'on pourra débloquer cela avec des ordinateurs quantiques, mais au fond, on n'en sait rien. Et donc, qu'est-ce que tu en penses ? Alors la loi de Moore, c'est quelque chose d'assez flou, quoi. En fait, faut essayer de voir pour ce que c'est. Il y a des versions. La première version, c'était sur l'histoire de nombre de transistors qu'on peut mettre dans une surface donnée. Et en effet, il y a des problèmes parce que notamment en quantique, qui viennent du fait que lorsqu'on miniaturise tout ça, on obtient, on approche petit à petit des échelles quantiques. Et à ce moment-là, on peut plus utiliser la même technologie et continuer à la réduire en taille. Ceci dit, il y a beaucoup de progrès à faire au niveau hardware qui vont pas dans ce sens. Notamment des grands progrès, c'est même pas tellement un progrès, c'est juste que les gens se sont mis à utiliser les cartes graphiques plutôt que les CPU pour faire des calculs de deep learning. C'est-à-dire donc les cartes graphiques, elles ont cette particularité que le calcul est extrêmement distribué, ce qui permet de faire beaucoup de calculs à la fois. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable pour faire du deep learning. Sauf qu'en fait les CPU, ça c'est les trucs classiques qu'on utilisait depuis longtemps, les GPU, c'est les cartes graphiques. En fait, tout ça, c'est encore assez limité. On est très loin de ce qu'on pourrait faire de mieux en termes de calcul, notamment parce que même lorsqu'on utilise des GPU, en fait, il y a quelque chose d'assez coûteux qui est le fait que on est obligé de ramener l'information qui est stockée dans la mémoire au niveau de la carte graphique pour faire le calcul, puis ensuite ramener ça à la mémoire. Et en fait, si on y réfléchit, c'est absolument pas comme ça que fonctionne le cerveau humain, puisque l'information dans le cerveau humain est complètement décentralisée. C'est toute la structure du réseau de neurones humains. Et d'une certaine manière, l'information qui est dans le cerveau humain est proche des unités de calcul qui sont les neurones. Il y a quelque chose. L'information est décentralisée. C'est une toute autre architecture. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour essayer de basculer un peu plus dans cette façon de faire. Donc par exemple, il y a une présentation de Julie Grossier à TEDx Saclay qui parle de cela. Et donc au niveau hardware, c'est assez... il y a énormément de progrès encore à faire. On est encore très très loin des limites physiques de ce qu'il peut faire
en termes de hardware, avec sans doute un énorme bond d'ailleurs à venir avec ces nouvelles architectures hardware dans les années à venir. Et qu'est-ce que tu penses des arguments de gens comme Ray Kurzweil, selon qui la loi de Moore pourrait se poursuivre jusqu'en 2045? Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est un truc assez classique que l'on fait partout en science. Quand on cherche à prédire, on essaie de regarder des tendances et de les généraliser. Et bien sûr, lorsqu'on généralise, il y a toujours un risque que ce qu'on cherche à prédire ne suit pas tout à fait les régularités qu'on a observées dans les données qu'on a collectées. Donc c'est pas impossible que la loi de Moore change de forme dans les années à venir. Et que voilà, les progrès. Encore une fois, la difficulté de la loi de Moore, c'est que ce sur quoi elle s'applique, à la base en tout cas, le nombre de transistors, et pas forcément ce qui sera pertinent pour les années à venir. Donc c'est pas forcément la métrique la plus importante pour la question de l'intelligence artificielle. On peut s'intéresser à pas mal d'autres métriques. Et ce qui est assez bluffant, c'est que ce sont pour pas mal de métriques qu'on étudie, y compris par exemple la population mondiale ou y compris la quantité de nourriture produite dans le monde, toutes ces courbes ont une certaine tendance à avoir une trajectoire, en tout cas initialement, assez exponentielle. Et ça vient d'une constatation, ça se justifie très bien théoriquement par une observation très simple, c'est que pour progresser technologiquement, il est utile d'avoir des outils technologiquement développés. Et en fait, plus on a d'outils puissants, plus on peut faire de la recherche de qualité et du coup accélérer le rythme du progrès. Et ça s'applique à la fois pour développer plus de puissance des calculs. Ça s'applique aussi au niveau software. Il y a énormément de progrès au niveau software. Il y a des études qui montrent. Tu vois, j'ai déjà vu un chercheur citer un résultat qui disait que les progrès en optimisation étaient plus rapides que en hardware pour certains problèmes d'optimisation. Donc voilà. Donc c'est pas juste la loi de Moore, c'est tout un ensemble de progrès qui correspondent à cette idée que de meilleures technologies permettent de faire de la meilleure recherche, qui permettent d'accélérer encore plus cette technologie. Et ça, cette prédiction, ce constat, en fait, il est pas tout jeune. Hein, ça fait longtemps que les gens l'ont fait, à commencer par von Neumann ou Irving Good. Et c'est un raisonnement ultra solide en fait, qui touche pas mal de domaines et pas juste la loi de Moore. Alors, supposons que la loi de Moore ne se poursuive pas, est-ce que, selon toi, ce sera un obstacle infranchissable à une singularité? Non, d'ailleurs. Alors, il y a un autre raisonnement qu'on peut faire, c'est que d'après Turing, il fallait c'est un raisonnement à la Turing. Donc Turing s'est posé la question de quelle est la complexité d'une intelligence artificielle de niveau humain. Et en gros, ce qu'il a dit, c'est que voilà, il y a à peu près 10 puissance 15 synapses dans le cerveau humain, et c'est sans doute vraiment la complexité du cerveau humain. Et donc, d'après ce raisonnement à la Turing, on va dire, il faudra avoir des modèles de taille 10 puissance 15 et avoir le temps de bien les entraîner pour atteindre ce genre d'intelligence, intelligence de niveau humain. Donc il y a encore pas mal d'autres subtilités, pas mal de progrès en software clairement à faire pour en arriver là, mais des machines avec 10 puissance 15 octets de données ou bits de données à gérer, ça existe déjà. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un progrès énorme, en tout cas on n'est pas forcément si loin du hardware nécessaire pour avoir des trucs de niveau humain. Après ça prend beaucoup d'énergie aujourd'hui, donc il faut améliorer le hardware, notamment la gestion de l'énergie et la capacité à faire des calculs avec un plus faible coût énergétique. Donc il y a des progrès à faire, mais ces progrès ils sont en voie, il y a pas mal de recherches déjà dans ce domaine. Donc voilà, donc je pense que il n'y a pas besoin d'un truc spectaculaire, juste en continuant la recherche telle qu'elle est aujourd'hui. Ça me paraît déjà plausible qu'il y ait une intelligence de niveau humain, avec un argument à la Turing. Donc, si je résume, tu n'es pas forcément aussi confiant que Kurzweil sur le fait que la loi de Moore va se poursuivre, mais ton idée c'est plutôt de dire que la probabilité n'est pas non plus négligeable et qu'elle ne devrait pas être négligée. Alors, je suis balisant, donc je pense qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on ne sait pas. Il faut prendre la mesure de l'étendue de notre ignorance, et concernant le futur en particulier, il y a plein de choses qui peuvent arriver que je suis incapable d'envisager. Du coup, je serais pas. Je trouve que c'est un petit peu bizarre de dire qu'avec 100% il y aura une singularité. Surtout de donner une date pour la singularité me paraît très très problématique.
Du coup, je serais plus à avoir un raisonnement probabiliste et essayer de me demander, est-ce que ça paraît plausible qu'il y ait une singularité? Est-ce que ça me paraît plausible qu'il n'y ait pas de singularité? Et en fait, ça me paraît assez peu probable qu'il n'y ait pas de singularité. J'exclus pas complètement cette possibilité, mais quand on voit le rythme de progrès technologique, la loi de Moore, mais pas que, encore une fois, il y a des progrès software qui sont fascinants. Aujourd'hui, on publie plus de théorèmes mathématiques. Je crois que je sais plus, c'est une statistique qui disait qu'il y avait plus de nouveaux théorèmes mathématiques au XXIe siècle que pendant tous les siècles précédents. Bon, peut-être pas encore au XXIe siècle parce que c'est le début du siècle, mais bon, au XXe siècle, clairement beaucoup plus que tous les siècles précédents. Il y a un rythme de progrès qui est pas juste le progrès hardware. Et quand on constate tout ça et quand on constate l'étendue de notre ignorance aussi en informatique, tout ce qu'on ne sait pas, ça me paraît inéluctable qu'il y ait beaucoup de progrès encore à venir dans les années à venir, et y compris des progrès qui permettront aux machines de penser de plus en plus comme le cerveau humain. Il y a aussi une ligne de recherche qui sont les neurosciences, et notamment les travaux de Stanislas Dehaene sur le cerveau statisticien, qui montrent qu'il y a beaucoup de processus qui se passent dans le cerveau humain qui semblent vraiment correspondre à des calculs algorithmiques qu'on connaît assez bien, liés notamment à la formule de Bayes. Tout ça fait qu'on commence à comprendre de plus en plus l'intelligence, même on la comprend encore très très mal, et ce que l'on comprend semble tendre vers, il semble avoir une unification, semble que ce qu'on a réfléchi en termes d'intelligence artificielle et ce qu'on observe au niveau de l'intelligence humaine, finalement on converge vers quelques principes fondamentaux, notamment la formule de Bayes. Donc voilà, c'est un autre argument pour dire que la singularité, ça pourrait, enfin la singularité au sens en tout cas les machines de niveau humain, ça pourrait bien venir. Et puis enfin, il y a un argument théorique beaucoup plus fondamental qui est mon livre, la formule de Bayes. Et j'ai mis un lien dans la description vers la vidéo où tu présentes ton livre. Qui dit que vraiment, pour savoir, il suffit d'appliquer la formule de Bayes et qu'il n'y a rien de magique à l'intelligence, ce sont juste des approximations, en tout cas, de la formule de Bayes et des inférences bayésiennes. Et voilà, il y a a priori, c'est juste un calcul, quoi. La grosse difficulté de ce calcul, c'est qu'il est très coûteux en termes de quantité de calcul nécessaire. Et du coup, il faut absolument trouver des approximations. Mais voilà, être intelligent, en tout cas, c'est ce que je prétends dans le livre, c'est juste appliquer des bonnes approximations de cette équation. Donc si on se dit qu'il n'y a rien de magique au cerveau humain et que le progrès technologique est ce qu'il est, ça me paraît assez déraisonnable de ne pas penser qu'il puisse y avoir une singularité. Et pour finir sur la loi de Moore, il y a un argument qui n'est pas utilisé par Jean-Gabriel Ganassia dans sa réfutation, mais que j'entends très souvent, et c'est l'argument des limites physiques en termes de croissance. Ouais, donc il y a certains... souvent, on soulève l'argument sur lequel la loi de Moore ne pourra pas continuer indéfiniment, juste parce qu'on va finir par atteindre les limites physiques, et une loi exponentielle est bien connue pour atteindre assez rapidement les limites physiques. Ça, je réponds oui, clairement... on ne pourra pas avoir une croissance exponentielle indéfiniment. Après, souvent, ce que les gens pensent, c'est que du coup, le moment où on atteindra ces limites, c'est pour bientôt, quoi, ou que on n'aura pas l'IA d'ici là. Et ça me paraît assez improbable de conclure cela. Oui, on atteindra des limites un jour, mais les limites physiques, on n'y est absolument pas. Et a priori, le truc qui est capable d'intelligence humaine qu'on connaît aujourd'hui, qui est le cerveau humain est très loin des limites physiques. Après, on pourrait largement l'améliorer. Il suffit de lister tous les biais cognitifs, il suffit de les réparer, et on peut faire déjà un truc mieux avec un truc comparable au cerveau humain, sans doute. Et puis, il suffit de constater aussi que le cerveau humain progresse au fur et à mesure, et puis qu'il y a des cerveaux humains qui sont vachement plus intelligents que le cerveau humain médian, on va dire. Si on prenait des génies comme von Neumann et tout. Voilà, si on a une IA de niveau de von Neumann, on a une IA de niveau, on peut dire surhumain, puisque von Neumann est souvent considéré comme étant plus intelligent que n'importe quel autre humain. Donc voilà, donc la question de la limite, on va finir par atteindre des limites physiques, mais je pense que ce sera bien après qu'on aura atteint, qu'on aura produit le hardware nécessaire pour faire une intelligence artificielle de niveau humain.
Ok, alors deuxième argument, supposons que la loi de Moore se poursuive malgré tout. Alors, d'après Jean-Gabriel Ganassia, les gens qui croient en la singularité nous disent « Les ordinateurs seront plus rapides, plus puissants et auront davantage de mémoire, et donc ils seront plus intelligents. » Mais il objecte que l'intelligence, ce n'est pas uniquement la puissance de calcul. Par exemple, si on applique une mauvaise stratégie à certains jeux, ça aide pas énormément d'être très rapide. Alors, bon, en effet, il suffit pas d'avoir juste des gros ordinateurs pour avoir une intelligence artificielle, il faut aussi faire du développement software et avoir installé notamment un algorithme de machine learning. Ça, c'est les idées de Turing d'ailleurs, de se dire voilà, il faut vraiment un software qui apprenne des données et qui soit capable d'effectuer notamment des inférences bayésiennes pour essayer d'exploiter ces données, avoir un concept du monde, un modèle du monde et tout ça. Et il y a énormément de progrès aujourd'hui en software. Je pense que les progrès en algorithmique sont tout aussi impressionnant qu'en hardware, et que du coup ça va finir par vu le rythme du progrès en algorithmique, ça paraît étonnant qu'il n'y ait pas de nouvelles découvertes et de nouveaux trucs toujours plus spectaculaires dans les années à venir, et pourquoi pas une IA de niveau humain dans un avenir peut-être pas dans le siècle à venir, on va dire. Mais du coup, dire que plus de puissance égale plus d'intelligence, est-ce que c'est vraiment un argument qui est employé par les singularitaristes ? Oui, alors je vais quand même rajouter que c'est nécessaire d'avoir plus de puissance de calcul. Alors, peut-être pas nécessaire, indispensable, mais c'est utile d'avoir plus de puissance de calcul parce que, encore une fois, si on est bayésien, on pense que la façon de savoir c'est la formule de Bayes, et on est conscient que la formule de Bayes est quelque chose de fondamentalement très difficile à calculer. Donc c'est vraiment des théorèmes qui montrent par exemple que dans certains cas la formule de Bayes est ce qu'on appelle NP dur, c'est-à-dire que on peut pas la calculer de façon exacte. Dans d'autres cadres même elle est incalculable. Du coup il faut absolument faire des approximations, mais même ces approximations de la formule de Bayes ont de bonnes chances d'être extrêmement coûteuses en termes de puissance de calcul, en termes de mémoire et tout ça. Donc voilà, pour trouver toujours des meilleures approximations et faire des raisonnements toujours plus proches de ce qu'il faudrait faire idéalement, il faut absolument avoir, en tout cas c'est très utile d'avoir plus de puissance de calcul et plus de mémoire. On peut aussi citer les réseaux de neurones qui ont été théorisés il y a plusieurs décennies, mais qu'on arrive à faire fonctionner efficacement seulement depuis quelques années. Parce que avant, on n'avait pas la puissance informatique nécessaire. En effet, il y a aussi l'exemple des réseaux de neurones, donc ça peut avoir à voir avec la formule de Bayes à la base. Mais c'est vrai que les réseaux de neurones, ça existe depuis longtemps, ça a été inventé dans les années 50, réseaux de neurones. Bon, il y avait quelques trucs qu'on a découverts en chemin, notamment, je vais pas rentrer dans les détails algorithmiques, mais les principes de base, on les connaît au moins depuis un demi-siècle. Et pendant très longtemps, les gens ont pensé, et moi le premier d'ailleurs en 2011, j'ai trouvé que les réseaux de neurones c'était nul à chier. J'avais un a priori que j'ai regardé les maths des réseaux de neurones et ça me semblait pas du tout prometteur. Et le truc qui me manquait pour comprendre l'intérêt des réseaux de neurones, c'est déjà j'avais pas lu Turing à l'époque, parce que Turing anticipe très bien tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, tu as fait une vidéo où tu expliques comment Alan Turing a anticipé le machine learning actuel. J'ai mis le lien dans la description. Mais Turing à part, le gros truc qui va en fait tout changer, c'est juste que on a beaucoup plus de données fiables notamment, et on a beaucoup plus de puissance de calcul pour pouvoir traiter ces données. Et donc donc les données requièrent de la mémoire aussi pour être stockées et tout ça, mais du coup avoir à la fois la mémoire et les puissances de calcul ont permis de faire en sorte qu'un algorithme inventé il y a plus d'un demi-siècle devienne tout à coup incroyablement impressionnant, alors que pendant longtemps il a semblé être vraiment inutile, en tout cas aux yeux du néophyte que j'étais. Ok, alors troisième argument. Donc toujours d'après Jean-Gabriel Ganassia, les gens qui croient en la singularité disent que avec l'apprentissage et le big data, on va finir par avoir des machines meilleures que nous. Mais selon Jean-Gabriel Ganassia, cet apprentissage est un apprentissage ponctuel et focalisé. Par exemple, l'intelligence artificielle est meilleure que nous pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance faciale ou le jeu de Go, mais elle n'a pas pour autant l'intelligence transversale qui lui permettrait de mettre en relation tous ces domaines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très restreinte. On n'a pas d'intelligence artificielle générale, comme on l'appelle. Mais il n'y a pas de raison de croire que... En fait, avoir une intelligence artificielle générale, c'est plus compliqué parce que ça requiert d'avoir finalement un apprentissage dans plein de domaines différents et de croiser cet apprentissage, d'avoir un apprentissage unifié sur plein de problèmes à la fois.
Et aujourd'hui, ça requiert pas mal de puissance de calcul, ça requiert des données diverses et variées, ça requiert des algorithmes un peu plus sophistiqués que ceux que l'on a aujourd'hui. Mais encore une fois, le cadre bayésien, ce que je prétends dans mon livre, et je pense qu'il y a pas mal de bayésiens qui s'accordent dessus, c'est que l'idée du bayésianisme, c'est vraiment d'avoir un apprentissage unifié de tout ce qu'il pourrait y avoir à apprendre. Et du coup, a priori, d'un point de vue théorique, il y a vraiment pas de raison qu'il y ait une limite soudaine entre l'apprentissage particulier et l'apprentissage général. Je pense que la limite sera beaucoup plus... normalement, gagneront de plus en plus en capacité. Et dans un moment, les capacités qu'elles auront atteintes surpasseront celles des humains. Et continueront en plus sans doute à grossir à ce moment-là, quoi. Ça paraît bizarre qu'il y ait exactement une frontière qu'elles ne pourront pas dépasser. Et c'est quelque chose aussi que, si on regarde l'historique, c'est des phrases assez récurrentes. Une IA ne saura jamais faire X. Ou X a été pendant longtemps les échecs, puis le jeu de Go, puis maintenant tenir une discussion au téléphone, ou à reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, pendant longtemps, c'était un problème considéré insoluble, quoi, un truc spécifiquement humain. Et en fait, on se rend compte que chaque fois, tous ces problèmes sont finalement pas si... on finit par être résolus par des intelligences artificielles. Et puis Turing l'avait anticipé d'ailleurs, et Turing, dans son article, il pressent que le problème en fait qui fait vraiment qu'une IA, finalement le problème vraiment difficile pour une IA et qui, lorsqu'elle l'aura résolu, fera que l'IA sera de niveau humain, c'est vraiment le test de Turing, et dans une version forte si possible, c'est-à-dire la capacité d'une machine à se faire passer pour un humain, c'est possible un humain intelligent, compétent et qui parle bien la langue dans laquelle on veut le tester. Et en effet, si une IA sait faire ça, ça veut dire qu'elle est capable de lire, de comprendre, de réagir, avoir finalement une cognition, d'avoir un modèle de ce que l'autre pense et tout ça. Et à partir du moment où elle est capable de faire ça, elle est capable de lire tout Wikipédia, de comprendre toutes les vidéos YouTube et ainsi de suite, discerner le vrai du faux et tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que l'IA est très bonne pour des tâches spécifiques, mais qu'elle n'est pas pour autant transversale? Donc si je reprends cette IA qui est capable de passer le test de Turing, donc le test de Turing, on peut voir ça comme un problème particulier. J'imagine que les gens... c'est un problème. Et on peut imaginer une IA qui résout vraiment le test de Turing, qui arrive à se faire passer pour un humain de façon très convaincante, et un humain intelligent, compétent, auprès d'humains intelligents, compétents qui cherchent à la piéger, à savoir si cette IA est humaine. Si une IA arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un modèle de la cognition, elle est vraiment capable de comprendre comment les humains réfléchissent, elle est sans doute même capable de comprendre comment elle réfléchit, et en fonction de ce qu'elle a dit, réajuster les réponses, et ainsi de suite. Et une telle IA, en fait, serait capable de finalement raisonner comme un humain. Enfin, c'est vraiment l'idée du test de Turing, c'est vraiment ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, l'IA serait vraiment des facultés transversales au sens où elle serait capable de faire ce qu'un humain est capable de faire à gauche, à droite. Et en fait, elle sera sans doute même plus que transversale, dans le sens où elle sera sans doute capable de faire des choses que l'humain n'est pas capable de faire. Donc elle sera encore plus transversale que l'humain, si elle passe le test de Turing, encore une fois. Donc, encore une fois, l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre le particulier et le général, c'est juste qu'on gagne de plus en plus, l'IA gagnerait de plus en plus en faculté, quoi. Ok, et pour finir, quatrième argument, dans l'évolution de la connaissance, il y a eu des observations, des théories, puis par moments il y a eu des changements de paradigme, des révolutions épistémologiques, où de nouvelles notions ont été introduites. Bon, pour illustrer, un exemple auquel tout le monde pense, c'est le passage de la mécanique newtonienne à la relativité d'Einstein. Et ça, d'après Jean-Gabriel Ganassia, on ne sait pas le simuler avec l'IA. Avec l'IA, on reste dans un paradigme défini et on ne change pas de paradigme. Et donc, selon lui, ça veut dire qu'il y a des limitations intrinsèques à l'intelligence artificielle. Alors c'est pas tout à fait vrai que les IA sont pas capables de créer leur propre paradigme. Notamment, il y a les travaux déjà de Josh Tenenbaum, qui est un neuroscientifique / informaticien, qui s'est pas mal intéressé à la faculté à la fois des humains mais aussi des machines à choisir un modèle pour penser les données
auxquelles qu'elles étudient. Donc l'idée, c'est une machine, elle a plein de structures possibles. Quand je dis plein, c'est vraiment un nombre exponentiel. Donc c'est plein de structures algorithmiques pour penser les données. Donc ça peut être sous forme d'arbres, sous forme de tableaux, sous forme de réseaux, d'autres formes de raisonnement. Et en fait, la machine, avec des calculs bayésiens, donc ça s'appelle une approche bayésienne hiérarchique, est capable d'identifier les paradigmes adéquats pour penser certaines données. Et donc il y a des trucs assez amusants. Par exemple, vous pouvez montrer des images d'animaux et a priori les animaux pourraient être structurés dans un tableau ou je sais pas trop comment. Et en fait, l'IA découvre elle-même que, en fait, on peut assez naturellement organiser les êtres vivants sous la forme d'un arbre. Donc en fait, elle redécouvre l'arbre du vivant d'une certaine manière. Ce qui est assez amusant en plus, c'est que elle découvre le mauvais arbre. C'est-à-dire assez rapidement, elle se dit une baleine est un poisson. Et c'est la même erreur que le cerveau humain fait quand on est gamin. Et puis petit à petit, avec plus de données, plus d'observations, elle finit par affiner son arbre, un peu comme l'humain fait, et avoir un arbre qui colle un peu plus aux données. Donc tout ça pour dire que globalement, en fait, en particulier la formule de Bayes est une formule qui contient énormément de façons, de paradigmes, en fait tous les paradigmes imaginables. Et ensuite, il suffit de faire des calculs bayésiens pour faire émerger les paradigmes adéquats pour penser les données. Donc il y a déjà énormément de recherches dans cette direction, et en particulier trouver une équation fondamentale de je sais pas trop quoi, de la thermodynamique ou de la physique. Finalement, ça revient à trouver le bon paradigme pour penser certaines données. Et ça, a priori, même a fortiori, les IA seront capables de faire ça. En fait, elles sont déjà en un sens capables de faire ça. Donc les IA parviennent à créer des petits modèles. Donc il y a une IA récemment qui a réussi à classer les éléments, alors certains éléments et sous certaines formes du tableau périodique de Mendeleïev. Donc tu vois, cette IA quelque part fait un premier pas vers la classification, enfin le paradigme de la chimie aujourd'hui. Donc elle n'y est pas tout à fait arrivée, mais voilà, c'est en progrès. Et du coup, trouver des paradigmes pour bien penser les données, c'est absolument pas spécifique au cerveau humain. A priori, a fortiori, la forme de Bayes y arrive aussi très très bien. Mais j'ai presque fini ton livre, et quelque chose qu'on pourrait t'objecter, c'est que tu dis ça parce que tu penses que le bayésianisme est, en quelque sorte, le paradigme ultime de la connaissance. Et donc qu'une IA bayésienne suffisamment sophistiquée pourrait à peu près tout faire. Alors moi je pense vraiment que le bayésianisme est le paradigme ultime. Et je suis pas le seul, par exemple, il y a des travaux de Josh Tenenbaum qui sont très intéressants. Donc j'ai raconté ce qu'il a fait pour les machines, l'idée d'avoir une machine avec pas mal de modèles et la machine retrouve les bons modèles. Et en fait, il y a pas mal d'études qui tendent à montrer que, en fait, il se passe un truc assez similaire chez le cerveau de l'enfant, du bébé, où en gros, à la naissance, en fait, on a énormément de modèles dans la tête du monde, et qu'en fait trouver les bons paradigmes, ça revient à extraire dans le cerveau en fait des structures qui sont utiles pour penser les données, quoi. Donc il y a en tout cas cette notion de paradigme, de changement de paradigme, elle est pas si mystérieuse et bizarre que ce qu'on pourrait croire. Souvent il s'agit de prendre une hypothèse qui était pas prise au sérieux, quoi. Donc c'est pas, et ça une IA peut très bien le faire. Donc la théorie de la relativité d'Einstein, elle est née comment? Elle est née avec Einstein qui disait, et si la gravité était pas une force? Après bon, il y a plus de travail nécessaire, quoi, mais c'est juste prendre au sérieux cette hypothèse, quoi. Donc c'est pas un truc incroyable, quoi. C'est juste une hypothèse qui semblait pas utile à une époque, et puis tout à coup se rendre compte qu'en fait si on la prend au sérieux, ça conduit à des trucs assez fascinants. Donc ça, ce raisonnement-là, une IA peut tout à fait l'avoir, tout comme Einstein l'a eu. Mais l'idée qu'il y ait un paradigme ultime, et que ce soit la formule de Bayes, c'est une idée qui risque de choquer pas mal de gens. L'exemple d'Einstein, il montre très bien que même si vous n'êtes pas bayésien, si vous pensez pas que les lois des probabilités c'est important, l'exemple d'Einstein, ou je sais pas, vous prenez n'importe qui, Darwin ou Mendeleïev, ou enfin tous ceux qui ont fait vraiment des changements de paradigme dans leur discipline, c'est pas sorti de nulle part. Je pense qu'on a une façon de raconter l'histoire des sciences, on a tendance à célébrer les grands individus, mais aussi vous prenez Newton. Newton, c'était dans l'air du temps. Les idées de la loi de gravité,
les équations différentielles et tout ça. D'ailleurs, pas mal des idées de Newton ont été découvertes de façon indépendante par Leibniz au même moment. Donc ces changements de paradigme, c'est la citation de Newton qui disait qu'il s'appuyait sur les épaules des géants pour voir plus loin que les autres. Changer de paradigme, c'est souvent ça, c'est utiliser des outils de l'ère du temps que les autres ont négligés et puis les prendre au sérieux. Et donc ça, une IA peut le faire. Donc là, on a fait le tour des arguments contre l'idée de singularité. Et donc, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ? Alors, un truc important à dire, c'est que donc moi j'ai mes croyances personnelles, quoi, on va dire, sur lesquelles je suis arrivé assez indépendamment sur des arguments souvent très théoriques fondés sur la formule de Bayes d'un côté, les arguments à la Turing de l'autre, qui sont d'ailleurs en fait un peu les mêmes. Mais il y a d'autres arguments pour penser que non seulement la singularité est probable, mais de façon peut-être encore plus intéressante, elle pourrait être pas si éloignée. Donc notamment, il y a l'argument, c'est pas un argument, c'est juste un sondage qui a été fait chez les experts en IA. Donc ils sont allés interviewer des chercheurs en IA qui ont publié dans les deux grosses conférences en IA qui existent, c'est-à-dire NIPS qui va bientôt changer de nom apparemment, je sais plus comment ça va s'appeler, et ICML. Et donc ces deux grosses conférences en IA, ils ont sondé quelques chercheurs et en gros ils ont demandé aux chercheurs de faire des prédictions sur quand est-ce qu'il y aurait une IA de niveau humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont demandé des prédictions probabilistes, donc c'est bien bayésien, c'est cool. Et en particulier, ce qu'ils ont observé, c'est que il y a beaucoup de désaccords entre les experts sur le moment où il y aura une singularité. Mais il y a quand même un mouvement assez important, alors je sais pas exactement quel est le chiffre, peut-être 90% de gens qui pensent, enfin même plus de 90% de gens qui pensent qu'il y aura une IA de niveau humain avant 2100. Ouais, selon un des sondages, avant 2070. Donc dire que la singularité n'est pas l'avis des experts, c'est complètement erroné. Enfin, c'est absolument pas ce qui ressort en tout cas du sondage, quoi. Non, la plupart des experts pensent qu'il y aura une singularité. Après, il y a la question quand est-ce qu'il y aura une singularité. Donc là, c'est intéressant. Donc les avis sont assez divergents encore une fois, donc c'est assez compliqué. Mais si on prend l'expert médian, affirme qu'il y aura une probabilité de 50% qu'il y ait une IA de niveau humain autour de 2050, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que la moitié des experts pensent que il y a au moins une chance sur deux que l'IA arrive à un niveau humain avant 2050, ce qui est pas mal, quoi. Et je pense qu'on n'est pas du tout préparé pour ça, parce que ça pose beaucoup de problèmes, notamment de sécurité de l'IA. Et ce qui est encore plus préoccupant, à mon sens, c'est que si on suit l'expert médian, d'après l'expert médian, il y a une probabilité de 10% pour qu'il y ait une IA de niveau humain en 2025, d'après ce sondage. C'est incroyablement bientôt. De toute façon, plus intéressante, je pense que ce sondage, comme il est probabiliste, il permet beaucoup mieux de parler de ce qu'on ne sait pas. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et moi, j'aurais tendance à encourager tout le monde à effectuer de ce genre de raisonnement probabiliste, ce genre de prédiction probabiliste. Non pas se demander quand est-ce qu'il y aura une IA de niveau humain, mais quand est-ce que c'est probable et quelles sont les probabilités qu'on assigne à l'existence d'une IA de niveau humain pour telle ou telle date. Ça, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que ça permet vraiment d'anticiper, de se projeter dans l'avenir et d'essayer d'en voir toutes les conséquences, parce que s'il y a un truc qui a une probabilité de 10% d'arriver, c'est quand même beaucoup 10%, et il vaut mieux se préparer. Donc il y a souvent cette histoire qui est si les aliens nous disaient qu'ils débarquaient dans 50 ans et qu'ils nous faisaient comprendre qu'ils étaient très très intelligents, on flipperait un petit peu, on se préparerait sans doute pas mal. Il y aurait mondialement on se préparerait à cette possible invasion, je sais pas trop quoi. On s'armerait. En tout cas, ça serait vraiment inquiétant. Là, et même s'ils nous disaient qu'ils arriveraient avec probabilité 50%, je pense. Là, on a le même message, mais pour une intelligence artificielle. Et il faut se dire qu'une intelligence artificielle, dès qu'elle est connectée à Internet, en gros, elle est aussi dangereuse que des aliens, quoi. Peut-être un tout petit peu moins, parce que les aliens ils peuvent ramener leur technologie directement, mais l'IA peut les fabriquer. Donc il faut vraiment se dire que c'est quasiment comme si des aliens venaient nous attaquer, ou enfin en tout cas venaient sur Terre, alors peut-être pas nous attaquer du coup, mais venaient sur Terre dans 50 ans, et du coup il faut se préparer à ça.
Et malheureusement, lorsqu'on dit qu'il y a une probabilité zéro qu'il y ait une singularité, lorsqu'on rejette complètement la possibilité d'une singularité, on n'envisage même pas cette possibilité, et là je trouve que c'est assez dangereux, quoi. Alors, pour préciser, Jean-Gabriel Ganassia ne dit pas que la singularité a une probabilité zéro d'arriver. Il dit juste que, au fond, on n'en sait rien, et que du coup, c'est pas très sérieux d'en parler. Ah oui, donc il y a un autre aspect, c'est au lieu de dire il y a une probabilité zéro, c'est de dire je sais pas. Et cette question cette réponse je sais pas, elle devrait être inquiétante. Si on sait pas, c'est que beaucoup de choses peuvent arriver. Et en tout cas, lorsqu'on a tendance à dire je sais pas, on a tendance aussi à sous-entendre que du coup, ça ne vaut pas le coup de s'en préoccuper. Ça, je pense que ça vient un petit peu aussi de la manière dont on fait des sciences. On a tendance à dire, bon, il y a des questions, non seulement je sais pas et je peux pas savoir. Et si je peux pas savoir, c'est pas des sciences. Bon, j'ai envie de dire, on s'en fout que ça soit des sciences ou pas. Ce qui compte, c'est essayer d'avoir des croyances aussi justifiées et aussi fiables que possible. Et en particulier sur cette question d'intelligence artificielle, je pense que c'est important d'essayer d'estimer ce qu'on ne sait pas et de se projeter sur les différents scénarios qui restent plausibles, sachant qu'on ne sait pas. Et du coup, en particulier, essayer d'éviter de dire on ne sait pas donc on ne peut rien dire. Voilà, on ne sait pas, au contraire, il faut s'en préoccuper, j'ai envie de dire. Surtout si c'est un risque existentiel. Alors, j'ai aussi l'impression que Jean-Gabriel Ganassia se penche surtout sur les arguments de gens qui croient très fortement à la singularité, comme Ray Kurzweil, pour prendre un exemple optimiste, ou Stephen Hawking, pour prendre un exemple pessimiste. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que pensent les chercheurs en intelligence artificielle, dont l'immense majorité pense que la singularité arrivera d'ici la fin du siècle, comme on l'a rappelé tout à l'heure? Oui, il y a ce problème, est-ce que la singularité est un mythe de religieux fanatiques, je sais pas trop quoi. Il y a des singularistes qui sont bizarres. C'est important, je sais pas si c'est important de le dire, mais faut se rendre compte que tous les singularistes sont pas du tout les mêmes. Et il y en a des singularistes qui sont chercheurs en IA et qui disent que ça va arriver en 2100 et pas avant, comme ça existe. Il y en a qui disent que ça a une probabilité de 10% d'arriver avant 2025. Ça, c'est la majorité en fait des chercheurs en IA. Donc voilà, faut absolument éviter de mettre tous les singularistes dans le même panier, parce que voilà, il y a des gens dans ce panier qui sont pas fréquentables. Et surtout, faut éviter de se dire que voilà, si je prends le mec le plus débile parmi les singularistes, ça suffit à rejeter tous les singularistes. Donc attention au cherry picking. Voilà, même si vous voulez sortir une citation de Bostrom qui paraît vraiment bizarre dans son livre, je suis sûr que vous y arriverez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lé parle ici du livre Superintelligence de Nick Bostrom, et j'ai mis quelques liens dans la description. Même si le livre est très écrit de façon très modeste et très où il fait vraiment attention il y a plein de mots et il semble que il faudra faire gaffe ou peut-être que il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup de modestie épistémologique qui viennent du fait que voilà, Bostrom est très conscient de l'étendue de son ignorance. Mais malgré tous ces efforts, c'est relativement facile de tirer une phrase de son livre où il a l'air de passer pour un fou. Donc faut faire super gaffe au cherry picking, et de toute façon en général c'est un problème de la manière dont on débat. On a tendance à choisir un camp et vouloir réfuter l'autre, et malheureusement on a tendance à vouloir tellement réfuter l'autre qu'on est prêt à choisir la phrase la plus débile que l'autre ait dit pour dire que clairement l'autre camp est débile. C'est une mauvaise façon de débattre. Pour débattre, il vaut mieux essayer de réfuter les meilleurs arguments du côté opposé et essayer d'élever le niveau du débat. Malheureusement, c'est pas toujours ce que les gens font. Ok, alors après avoir présenté ces 4 arguments pour réfuter la singularité, Jean-Gabriel Ganassia nous dit « Bon, maintenant qu'on a vu que la singularité c'était pas très sérieux, on peut se demander pourquoi est-ce que des acteurs importants du numérique font la promotion de cette idée de singularité. Par exemple, Google qui embauche Ray Kurzweil ou bien Elon Musk. Eh bien, selon lui, c'est une stratégie pour mieux nous divertir des vrais problèmes de l'intelligence artificielle, comme par exemple notre dépendance au système de recommandation, et ainsi mieux nous dominer numériquement. Et donc, qu'est-ce que tu en penses ? Donc il y a un post qui a été écrit récemment par le PDG de Google sur le blog AI de Google. J'ai mis le lien dans la description. Où il parle de façon très générale de beneficial AI.
en disant que Google s'engage à faire de l'IA en fait bénéfique de façon très générale. Et en fait, dans le blog qui a été écrit, il y a absolument pas, enfin il y a beaucoup de notions et c'est absolument pas restreint au problème d'IA de niveau humain, de la singularité. Je sais même pas si le mot singularité apparaît dans son post. Je pense pas parce qu'il faut faire sérieux en plus dans ce genre de truc. Mais clairement, Google s'intéresse aussi à toutes ces questions et c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, j'aimerais bien voir d'autres entreprises s'engager publiquement à dire que les IA qu'ils contribuent, qu'ils produisent, ils cherchent à faire en sorte que ces IA aient des apports bénéfiques, au moins qui se posent les questions. Et que ils vont faire des efforts pour que ça aille dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui les IA ont un poids de plus en plus important dans nos sociétés et c'est tout à fait vrai que dire qu'on n'a pas besoin d'une IA de niveau humain pour qu'il y ait déjà des problèmes énormes qui soient causés par les intelligences artificielles, notamment des questions de racisme, des questions de sexisme. Ça tombe bien, j'ai une vidéo qui sort ce soir, donc qui sera déjà sorti au moment où ça sera sorti du coup. Et j'ai également mis le lien dans la description. Où je parle de cela, il y a les problèmes de privacy, de données privées. Bref, il y a énormément de problèmes que pose l'IA et il faut absolument y réfléchir. Et l'IA a aussi le potentiel de faire énormément de bien. Donc par exemple, il y a pas mal de gens qui cherchent à utiliser l'IA pour mieux comprendre les problèmes de pauvreté, les problèmes de sécurité alimentaire, et pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et ouais, il y a énormément d'IA qui sont utilisées par exemple en santé pour essayer de mieux soigner ou trouver des meilleurs diagnostics ou peut-être même petit à petit accélérer la recherche, que ce soit des nouveaux médicaments ou des nouvelles solutions technologiques pour X ou Y. Donc il y a énormément de recherches bénéfiques à faire à travers l'IA. Je trouve ça important de dire qu'il y a beaucoup de bien à faire en faisant à travailler sur ça, et c'est vraiment intéressant pour moi que le PDG de Google se soit engagé publiquement. Ça vaut ce que ça vaut, c'est juste de la communication, mais il a quand même écrit publiquement, il n'était pas obligé, et que Google s'engageait sur cette voie. Et ce que j'aimerais voir, c'est d'autres entreprises et des gouvernements aussi prendre plus position dans le sens de développer, en tout cas de faire des efforts pour développer des IA bénéfiques et pour contrôler ces IA. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que parler de singularité, ça pollue le débat sur l'IA et que ça fait perdre du temps et de l'énergie qui serait mieux utilisé à parler des, entre guillemets, vrais problèmes de l'IA, comme ceux dont a parlé le PDG de Google dans son article? Alors, est-ce que ça pollue le débat? Oui, le débat... Peut-être un petit peu, parce que le champ du débat est peut-être un petit peu limité, mais ouais, je pense qu'on peut très bien s'intéresser à toutes sortes de questions sans s'intéresser aux autres. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir quelque part une perspective assez globale, d'avoir une vision un peu globale des problèmes de l'IA. Après, on s'intéresse à ce qu'on veut, hein, mais et puis c'est important aussi que les gens se spécialisent sur les questions qui les intéressent le plus, parce que c'est là où ils seront le plus compétents pour pouvoir aider et résoudre tel ou tel problème. Mais moi je pense qu'on a tendance plutôt à sous-estimer les dangers d'une IA de niveau humain. Donc comme je l'ai dit, il y a la moitié des experts en IA qui assigne une probabilité de 10% à ce qu'il y ait une IA de niveau humain en 2025. Si ça arrive en 2025, c'est extrêmement potentiellement catastrophique, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de systèmes qui soient mis en place pour faire en sorte qu'une IA de niveau humain soit bien conforme aux valeurs morales humaines, et ce sera très difficile aussi de la contrôler. Donc il y a pas mal de questions qui se posent, et pour moi il y a un manque de recherche énorme sur ces grandes questions. Encore une fois, c'est des problèmes existentiels, c'est-à-dire que si une IA de niveau humain en 2025 est produite, encore une fois, probabilité 10% d'après l'expert médian, c'est potentiellement la destruction de l'humanité si les objectifs de l'IA ne sont pas suffisamment bien alignés avec ceux des humains. Alors, il faudrait peut-être que tu fasses une petite précision, parce que quand on parle des risques de l'intelligence artificielle forte, beaucoup croient qu'on a peur que les IA deviennent méchantes et mal intentionnées, comme dans les films de science-fiction. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, avec les scénarios catastrophes notamment, avec des vidéos un peu putaclic, mais qui en fait correspondent vraiment à cette idée que si l'objectif de l'IA est pas vraiment les valeurs humaines, et que son objectif, disons, c'est la maximisation du bonheur des hommes, qui paraît pas trop mal comme fonction d'objectif, en fait,
même s'il y a à cet objectif, les choses peuvent assez rapidement dérailler, peut-être parce que l'IA va se rendre compte que pour que les humains soient heureux, il faut détruire toute la nature, ou je sais pas, ou transformer toute la nature en jeu vidéo peut-être. Peut-être que l'IA va se rendre compte que en fait ce qu'elle veut c'est juste des humains qui sourient. Du coup pour que les humains sourient il suffit de leur donner une drogue, voilà, ça va activer le circuit de la récompense et du coup tous les humains seront bêtes et heureux. Et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Voilà, il y a énormément de risques si les objectifs sont pas spécifiés. Et alors si l'objectif qui est donné à ces IA de niveau humain c'est un objectif tel que ceux des objets, enfin qui est similaire aux objectifs des IA d'aujourd'hui, typiquement maximiser le nombre de vues, le click-through rate, les gens qui cliquent, ça peut être vraiment potentiellement extrêmement catastrophique parce qu'au final, ces IA, tout ce qu'elles veulent, c'est elles ont un compteur et elles cherchent à faire en sorte que ce compteur augmente indéfiniment. Et si l'IA est de niveau humain et que c'est vraiment ça son objectif, encore une fois, l'IA est pas gentille ou méchante, elle cherche juste à maximiser son objectif parce que c'est comme ça qu'elle a été programmée. Et ben la meilleure façon d'y arriver, c'est sans doute de transformer quelque part tout Internet en toutes les machines qui existent sur Terre en des trucs à cliquer et qui ne font que cliquer sur ces boutons. Et pour avoir toujours plus de clics, elle aura peut-être intérêt à faire de plus en plus de machines et ainsi de suite. Bref, il y a énormément de scénarios catastrophes avec des fonctions d'objectifs qui sont pourtant celles qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important, s'il y a de niveau humain en 2025, que ces objectifs soient des objectifs qui soient alignés avec les valeurs humaines. Et en fait, ça c'est extrêmement difficile à garantir. Donc là, j'en vois notamment sur le livre de Bostrom ou les vidéos de Robert Miles ou les blogs de Yudkowsky. C'est un truc absolument non trivial de se rendre compte à quel point c'est difficile. La difficulté est non triviale à constater. Et quand on constate cette difficulté, on a envie de dire qu'il faut mettre des milliers de chercheurs sur ce problème. Aujourd'hui, apparemment, il n'y en a que 100 dans le monde, une petite centaine. Donc voilà, je pense que au contraire, ces problèmes-là manquent de ressources et qu'il faut beaucoup plus de gens qui travaillent sur ces problèmes de potentielle singularité dans un avenir pas si éloigné. Alors, une attitude que je vois souvent dans les médias sur des sujets comme la singularité, mais pas uniquement, ça consiste à dire, oui, il y a des arguments en faveur de la singularité, comme par exemple la loi de Moore, mais au fond, on n'en sait pas grand-chose, c'est de la pure spéculation, et du coup, c'est pas pertinent d'en parler aujourd'hui. Et il faut mieux se concentrer sur des problèmes à court terme de l'intelligence artificielle. Et en passant, ça me fait penser à un slide de la présentation qu'a fait Monsieur Phi sur la super intelligence à l'EPFL. Donc je mettrai le lien dans la description, où il résume un peu cette attitude. Donc premier argument sur la singularité, on sait pas trop. Deuxième argument, on sait pas trop non plus. Et donc, conclusion, je cite, on s'en fout, c'est une crainte quasi religieuse. Arrêtez d'annoncer la fin du monde, espèce de charlatan singularitariste. Donc je pense qu'il y a un truc important à signaler, c'est le biais de respectabilité. Le biais de respectabilité, c'est quoi ? C'est l'idée que lorsqu'on parle publiquement, on veut pas passer pour un débile. On veut pas être critiquable, on veut pas être moqué. Et parler de choses dont on ne sait pas, c'est typiquement ultra dangereux parce qu'on risque le biais de respectabilité, on risque de passer pour quelque chose de débile. Du coup, on a tendance à se faire passer pour plus respectable, du coup dire des choses plus respectables que ce que l'on croit vraiment. Et c'est typiquement le cas sur la question de singularité. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Encore une fois, la moitié des experts en IA, la majorité, l'écrasante majorité des experts en IA croient en la singularité avant la fin du siècle, mais très peu prennent position publiquement, parce que prendre position publiquement, c'est risquer le ridicule. Et du coup, on se retrouve avec des gens, une stigmatisation autour de cette idée, et du coup, on a tendance à éviter de dire que la singularité est probable. On se contente de dire publiquement « je ne sais pas ». Et même en sous-entendant même que avoir un avis sur cette question est quelque part débile et quelque part pas respectable. Et du coup, ça empêche quiconque de lancer un raisonnement sur qu'est-ce qui se passera en cas de singularité ou qu'est-ce qu'il faut anticiper. Parce que on a tendance à pas vouloir passer pour quelqu'un de débile, et donc même moi sur ma chaîne j'essaie vraiment de faire gaffe à ne pas paraître fou. Et c'est une très mauvaise façon de faire du coup, parce que même si parce que du coup il y a un consensus assez important chez les experts en IA qui n'apparaît pas.
qui n'est pas connu. Où en gros il y a juste heureusement il y a ce questionnaire anonyme et tout ça, du coup on peut connaître la vie un peu des chercheurs en IA, mais en particulier ça veut dire que ce que les gens disent sur la sphère publique n'est absolument pas ce qu'ils pensent, et du coup il faut absolument pas prendre les propos publics des experts en IA comme étant vraiment ce qu'ils croient, y compris moi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que dire je ne sais pas, c'est une bonne stratégie de communication et je l'utilise parfois. Mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est plus qu'un langage probabiliste. En passant, et tu en parles un peu avec Monsieur Phi dans le dernier épisode d'Axiom, dont j'ai mis le lien en description, on constate que beaucoup de gens qui s'intéressent au bayésianisme finissent par s'intéresser aussi au risque de l'intelligence artificielle, et à les prendre assez au sérieux, et vice-versa. Et comment est-ce que tu expliquerais cela? Ouais, donc ce qui est amusant, c'est que ceux qui s'intéressent à cette question de la singularité sont souvent des bayésiens. Je pense qu'à peu près tous les gens que j'ai entendu parler de singularité sont quasiment tous plus ou moins bayésiens, peut-être pas Kurzweil, mais et puis ça va dans les deux sens. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent d'abord au bayésianisme, comme moi par exemple, et qui après se disent mais du coup la singularité ça fait un peu flipper, il faut y penser. Pourquoi? Parce que voilà, si on est bayésien, on a envie de mettre des probabilités surtout, on a envie d'imaginer plusieurs scénarios possibles, de se projeter vers l'avenir, d'attaquer des questions importantes, et la question de la singularité semble importante, et du coup on les prend vraiment au sérieux, et dès qu'on assigne une probabilité non négligeable à quelque chose, et je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement irrationnel de ne pas assigner de probabilité non négligeable à une IA de niveau humain dans les décennies à venir. Dès qu'on se dit ça, on se dit voilà, faut vraiment, c'est vraiment une possibilité, il faut se projeter, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et dès qu'on fait ça, on se dit c'est un problème existentiel vraiment, et qu'il faut vraiment s'y attaquer dès aujourd'hui, quoi. Une probabilité de 10%, c'est énorme. Une probabilité de 50%, c'est une chance sur deux. C'est encore plus énorme. Et là, on parle de risque existentiel, encore une fois. Donc même mais même si cette probabilité que vous assignez est de 1%, c'est énorme. Ok, donc on arrive à la fin de cette interview, et est-ce que tu pourrais récapituler les points qui te semblent importants? Alors, pour récapituler, donc je pense que globalement le risque d'une singularité, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger, et que c'est assez irrationnel de dire qu'il y a une probabilité zéro que ça arrive. Enfin, c'est même, je trouve complètement irrationnel de dire ça aujourd'hui, et c'est même assez, c'est assez irrationnel également de dire je ne sais pas, du coup ce n'est pas un problème. Au contraire, si on ne sait pas, c'est qu'il faudrait chercher à mieux comprendre, et il y a des choses à dire, il y a des arguments, si on creuse notamment les arguments de Turing en 1950 et qu'on s'appuie dessus, ça nous pousse à faire des prédictions sur le futur. En plus, si on combine ça au progrès technologique et à l'idée très simple, encore une fois, ça paraît très très simple, c'est juste que si on a des meilleurs outils technologiques, on peut faire de meilleures recherches technologiques et du coup accélérer le progrès. Et en fait, cette phrase que je viens de dire, elle correspond en gros à dire que il y a une accélération du progrès qui correspond typiquement à un truc assez exponentiel. Alors cette exponentielle, elle durera pas à l'infini, elle durera pas indéfiniment, mais il y a de bonnes chances que lorsqu'elle s'arrêtera, on sera du coup proche des limites physiques. Or, le cerveau humain n'est pas du tout proche des limites physiques. Du coup, très probablement, quand nos outils atteindront les limites physiques, ils seront déjà largement supérieurs aux facultés du cerveau humain. Il y a beaucoup de divergences, notamment chez les experts, quant à savoir quand est-ce que cette IA atteindra le niveau humain. Mais il y a quand même des relatifs consensus, dans le sens où une très grande proportion des experts pense que l'IA de niveau humain pourrait voir le jour avant la fin du siècle. Et même de façon même plus préoccupante, la moitié des chercheurs en IA, en tout cas ceux qui ont été sondés par l'étude sur les prédictions des experts, la moitié de ces chercheurs pensent qu'il y a une probabilité 50% pour que l'IA de niveau humain apparaisse avant 2050, et même une probabilité de 10%. 10%, c'est quand même énorme. Une probabilité 10% pour qu'elle arrive avant 2025. Sachant cela, et en se disant qu'il y a une probabilité finalement loin d'être négligeable qu'une IA arrive à un niveau humain dans un futur pas si éloigné, même si c'est à l'échelle de la décennie, même si c'est à l'échelle de plusieurs décennies, si on réfléchit un petit peu à ce qui pourrait se passer une fois qu'il y aurait cette IA de niveau humain, et qu'on prend vraiment ça au sérieux, et on suppose qu'elle a accès à Internet, ce qui paraît assez basique comme hypothèse, puisque les IA d'aujourd'hui ont accès à Internet.
si on suppose cela, alors on se dit que en fait il y a énormément de scénarios possibles et que dans beaucoup de ces scénarios, en fonction notamment de l'objectif qui sera donné à cette intelligence artificielle, il y a un énorme risque existentiel pour en fait toute l'humanité. Du coup, si on prend vraiment ces choses au sérieux, on se dit que il est absolument primordial dès aujourd'hui de se poser la question de qu'est-ce qu'on voudrait qu'une IA de niveau humain fasse. Et c'est un problème extrêmement difficile, je peux pas insister suffisamment dessus, mais c'est un problème incroyablement difficile qui est impossible à résoudre en une heure de réflexion et même pas en un mois, et je pense même en une décennie ça va être galère de résoudre vraiment cette question avec une collaboration de beaucoup de chercheurs. C'est pour ça qu'il faut absolument que ces questions soient prises au sérieux. Faut arrêter de faire du bashing de ces idées, parce que un truc qui a 10%, ça ne mérite pas qu'on fasse du bashing, surtout s'il y a des risques énormes qui y sont associés. Et en particulier, je pense qu'aujourd'hui il est absolument indispensable, c'est vraiment la priorité numéro 1, que tous les gens qui sont capables et qui sont intéressés par ces questions puissent contribuer à la question de comment faire en sorte que ça se passe bien, qu'une IA de niveau humain ait des valeurs morales humaines et finalement un objectif qui est compatible, en tout cas dans les grandes lignes, avec ce qu'on voudrait qu'elle fasse. C'est un problème encore une fois extrêmement compliqué et il faut davantage de chercheurs qui prennent cette question au sérieux et qui l'attaquent avec toutes leurs facultés, et sans doute il va falloir aussi avoir beaucoup d'expertise de différents domaines. Donc ces questions, il faut absolument, je pense, les prendre au sérieux dès aujourd'hui et motiver ainsi la recherche en sécurité. Voilà, aujourd'hui, il y a quelques centaines de chercheurs. Il en faut beaucoup plus. Il faut des milliers, voire des dizaines de milliers de chercheurs qui s'intéressent de près ou de loin à ces questions et cherchent à contribuer à résoudre peut-être le plus grand challenge, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui est de faire en sorte que la première IA de niveau humain est un objectif qui contienne des valeurs humaines. Donc merci Lé, je rappelle que tu viens de publier un livre intitulé La formule du savoir, que j'ai presque terminé et qui est très intéressant. Et que tu publies une vidéo par semaine sur l'intelligence artificielle sur ta chaîne Science for All. Merci d'avoir écouté cette interview, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en mettant la cloche, et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.